Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid Farid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal Ozouf, Bonjour André Malamu. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène et plus. Donc la première partie consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général, du théâtre en particulier, et la seconde, les expos, les films, les livres, voilà. Alors, Chantal, on Et- commence par Jeux de scène. oui, et donc la nouvelle comédie de Pierre Guillois, Foutue Bergerie, que j'ai vue au théâtre du Rond-Point. Ah oui, et moi je vous parlerai de Fouillé, Bercé, Pompier, que j'ai vu au Plateau Sauvage. Au théâtre Maison non, pardon, au Carré Sylvia Montfort, une maison de poupées d'après Henrik Ibsen de Ingvild Aspeli. D'après Marc Bergman, Scène de la vie conjugale, adaptation mise en scène de Christophe Perton, c'est au Théâtre de la Concorde. Hamlet de William Shakespeare dans la mise en scène de Johann Simons au théâtre Nanterre Amandier. Et puis Bovary Madame, d'après Gustave Flaubert, adaptation mise en scène de Christophe Honoré, au Théâtre de la Ville, Sarah Bernard. Alors, Chantal, Foutue Bergerie. Oui, une comédie rurale. C'est assez rare qu'on voit le personnage du paysan dans des histoires et sur scène. Donc là, c'est une dernière ferme qui se trouve à proximité d'une ville moyenne où commencent à s'élever de petites tours. Et donc, il y a cette foutue bergerie. Il y a aussi dans cette comédie rurale quelques petites notes un peu tragiques, un peu fantastiques, avec une histoire de fils qui s'est suicidé parce qu'il avait un micro-pénis à cause de pesticides. Alors, comme toujours chez Pierre Guillois, il y a du délire. Il y a du délire dans le texte, mais il y a aussi du délire dans la scénographie. Alors, on découvre un mur de foin, certes synthétique parce qu'on n'a pas l'odeur, mais qui est très impressionnant. Et puis, il va recourir aussi au bras d'une grue pour faire apparaître le fils revenant. Il y a plein de rebondissements avec des coups de théâtre, notamment avec le personnage de la journaliste du quotidien de l'Est qui fait ses enquêtes sur des pitbulls qui mangent des moutons et sur la mort du fils. Mais j'ai trouvé que le comique se situe sur la foutue bergerie grâce aux acteurs qui jouent les moutons. Il suffit qu'ils aient une chapka, une petite veste moutonnante blanche et marron pour qu'on y croie. Je pourrais tous les citer. Par exemple, c'est Christiana Reali qui joue Massachusetts et on va voir Massachusetts mouton et chloroforme qui sont en train de regarder commenter avec humour et ironie tous les comportements humains et notamment celui du fils restant et de sa copine dans leur ébats. Bien. Mais il y a de jolies choses et j'ai trouvé que la relation entre le paysan un peu solitaire, un peu meurtri, avec un jeune arabe était extrêmement belle. Ce jeune arabe va vouloir faire un stage de clôture avec ce paysan. C'est Marc Bodnar qui interprète le paysan et c'est Yanis Chikaoui, le jeune arabe. Eh bien, il arrive avec son jogging rouge, sa banane, il est plus vrai que vrai en tant que petit gars des villes qui va se transformer. Il y a de nombreuses scènes qui sont hilarantes, mais celle que j'ai préférée, c'est lorsque les moutons ont peur, et ils ont peur de quoi? Eh bien d'être égorgés parce que c'est la fête de l'Aïd. Alors c'est vrai que j'ai entendu à la sortie, j'écoutais les spectateurs, et c'est vrai que certains faisaient quelques réserves. Pourquoi? Parce que c'est souvent grivois textuellement et scénographiquement. Il y a de nombreuses allusions répétées au sexe, et notamment au micro-pénis. Le second fils est un peu obsédé par cela. On a quelques scènes de nudité. Ça frise parfois à la vulgarité, mais j'ai trouvé du plaisir à voir ce spectacle. C'est fini pour le rond-point, mais c'est en tournée et cela sera le 9 et le 10 avril au théâtre Les Quinconces du Mans, si vous étiez du côté du Mans. Fouillé, Bercé, Pompier
Bon, c'est un projet, je suppose, d'Olivier Debatch et Ariane Dumont-Lévy au Plateau Sauvage. Oui, alors c'est un genre particulier, c'est-à-dire que j'avais jamais vu ce genre de spectacle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un opéra, ce n'est pas une comédie musicale, c'est quelque chose qui est du théâtre qui met en scène de la musique, si je puis dire. Alors, on assiste, enfin, comment dire, le drame, c'est qu'on est à une répétition d'opéra. Et donc, on a une jeune femme qui est au piano et qui va faire chanter Abel et Caïn. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, c'est un peu d'autres nom, mais enfin, c'est Scarlatti. Et donc, il répète ce drame. Alors bon, on a les enfants d'Adam et d'Ève hein, qui vont pas bien s'entendre. Ça finit mal, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Caïn va tuer Abel. Et donc, ce qui se passe, c'est que cela fait écho avec la vie personnelle du chanteur de l'opéra qui répète, qui est surtout un acteur, et qui donc c'est en écho avec sa propre difficulté, avec son frère aîné, qui est dans la virilité et dans le mépris, et qui a toutes les qualités sportives et autres, alors que l'autre, évidemment, il n'est pas du même bord, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que ce n'est pas la musique au service du théâtre, c'est le théâtre peut-être au service de la musique. Parce que du coup, moi je ne suis pas un fanatique, enfin je suis très inculte au niveau de l'opéra, mais là, tout d'un coup, ces chants d'opéra qui, moi, j'ai des difficultés, ça me paraît tellement artificiel, etc. Et bien, tout d'un coup, ça m'a paru beaucoup plus accessible et ça m'a vraiment touché. Donc, je pense que c'est quand même une très, très belle, très beau projet qui est ce mélange de théâtre et de musique et de chant. Hein. Et je trouve que ça a une particularité originale en tant que genre qui nous est proposé. On va écouter, alors non pas un extrait du spectacle, je ne l'ai pas trouvé, mais un petit peu de Scarlatti. C'était donc le ruisseau qui répond dans le premier homicide, il primo homicido, de Scarlatti, donc qui est le thème quand même abordé dans Fouillé, bercé, pompier, au plateau sauvage. Chantal, une maison de poupées d'après Henrik Ibsen. Tu te rappelles qu'on avait vu, moi j'avais vu un spectacle avec des poupées.
Mmh. Et moi, j'ai vu il y a 15 jours, je vous ai parlé du spectacle Lucy's Dream. Eh bien, c'était Ingvild Aspeli. Donc, je découvre cette metteuse en scène d'origine norvégienne qui est la directrice du Plexus polaire. Alors, cette maison de Popée, eh bien, on voit qu'il y a une utilisation à bon escient, avec intelligence, de la marionnette à taille humaine qui va devenir un vrai partenaire de jeu dans l'histoire. Parce qu'à un moment donné, la marionnette va remplacer le personnage de Nora, mais à un moment très significatif. Et le mari, que nous avons d'abord vu en marionnette, eh bien, apparaîtra lui aussi en chair, mais comme une nécessité dramaturgique. Donc ces marionnettes à taille humaine, cette double présence, marionnette et acteur, ça crée véritablement un langage scénographique qui est tout à fait étrange. C'est Nora, donc qui raconte son histoire. On la voit d'abord en tenue de manipulatrice de marionnettes, tout en noir. Elle va au fond de la scène et on la retrouve avec une robe façon 19e siècle. Donc cette Nora, on le sait, c'est l'épouse dévouée à son mari et à son enfant et qui va comprendre à un moment donné l'oppression qu'elle subit face à un sentiment d'injustice et qui choisira la liberté. Donc Ingrid installe vraiment une scénographie magique avec des visions métaphoriques. Parce que le drame intérieur de cette femme, qui se croyait heureuse, qui était appelée par son mari par des petits noms d'animaux, eh bien, cette femme, eh bien, elle prend conscience justement de sa situation et il y a une grosse bestiole, marionnette, qui ne va pas cesser de grandir et qui représente ce drame intérieur. Dans la première scène, on voit Nora dans son salon avec les 3 enfants marionnettes, avec le mari, avec l'ami docteur. Ils sont comme statiques. Mais il faut voir comment l'actrice Maja Kunsik manipule la marionnette pour leur donner vie. L'illusion est complète quand elle parle à leur place parce qu'elle modifie sa voix et ces êtres factices paraissent tout à fait humains. Moi, j'ai été complètement hypnotisée par différentes scènes parce que c'est aussi un spectacle qui relève d'une belle beauté plastique qui est étonnante avec les clairs-obscurs qui participent de la magie de l'apparition. Tout est troublant dans cette rencontre entre illusion et réalité. Par exemple, il y a des idées scénographiques qui sont extrêmement simples, c'est direct, c'est facile à comprendre, même par le biais métaphorique. Il y a une scène éblouissante de confusion marionnette et actrice qui dit tout du personnage et de sa condition par une chorégraphie de jambes. Donc vous avez jusqu'au 29 mars pour aller voir cette maison de poupées de Ingrid Aspeli, artiste associée au CDN Dijon-Bourgogne et la MC de Grenoble, qui est actuellement sur Paris. André, alors, Igmar Bergman, scène de la vie conjugale que tu as vu au Théâtre Concorde. C'est un Oui, nouveau théâtre, oui, c'est enfin, enfin relativement. en Et activité depuis quelque temps. c'est quand même un très spécial. 80% de ce qu'ils montrent n'est pas payant. Et quand c'est payant, ils font pour les jeunes de moins de 26 ans la place à 8 euros. Donc je trouve que ça c'est pas mal, hein. Donc on pouvait aller voir, pour si on avait moins de 26 ans, Et scène de la vie conjugale pour 8 euros. Euh, donc, Igmar Bergman, bon, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas que des scènes de ménage, c'est pas que de la comédie. Il y a un regard sur la société derrière cela. Et, euh, et évidemment, il faut vraiment de bons acteurs pour que ça fonctionne. Mais avec Roman Boringer et Stanislas Nordet, voilà, ça marche pas mal, quoi. Hein, parce que c'est l'histoire d'un couple.
ils ont passé à la télévision pour dire comment allait bien leur couple. Et à partir de là, ça va partir vraiment dans, dans tous les sens. Et alors, bon, pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme dans ce que tout à l'heure je vais vous parler de Frida Kahlo et de Diego. Mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça? S'aimer, c'est quoi l'amour, quoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire que on se trompe, mais on continue à s'aimer. On continue, on part, on revient. Il y a et il y a aussi, malgré tout, certains rapports de force qui est peut-être quelque chose qui existe dans les couples. Je ne sais pas, mais je crains que si. Voilà. Donc, Et du dominant et dominé, voilà. peut-être. Oui, mais dominant et dominé, mais ça se bat. Oui. Dominé ne peut pas toujours être dominé. Hein. Et comme, décidément, il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui, parce que je vous parlerai aussi de Madame Bovary, de Bovary, Madame Sass, voilà. Et bon, donc c'est à voir c'est à voir donc au théâtre de, je sais pas si on dit théâtre Concorde ou théâtre de la Concorde. Chantal, un certain Hamlet de Oui. Shakespeare. Oui, avec aussi un petit peu de Heiner Müller, extrait de Hamlet Machine. C'est un metteur en scène d'origine néerlandaise, Johan Simons. Je n'avais jamais vu ses œuvres. Alors, c'est une mise en scène très épurée, très abstraite, mais qui est très très intense grâce à l'investissement et au jeu des comédiens très expressifs. Donc, alors, on n'imagine pas que Hamlet puisse jouer par une femme. Et si, c'est Sandra Hüller, vous la connaissez, cette actrice. C'est celle qui a été primée pour son intervention dans le film Anatomie d'une chute. En fait, le personnage de Hamlet, il est au-delà du genre. Et Sandra Hüller, dans sa représentation de Hamlet et sous la direction de Johan Simons, ne cherche pas à montrer la folie ou le cynisme de Hamlet. Par contre, elle révèle sa tristesse et son immense solitude. Lui, il cherche plus à réguler le monde qui a été déséquilibré par Claudius, qui a tué son père et qui a épousé sa mère. En quelque sorte, il veut purifier là où se trouve le mensonge, l'hypocrisie. C'est très très beau à regarder parce que c'est une sorte de grand décor géométrique, un ring tout blanc, et eux portent souvent des vêtements noirs, et il y a une boule et un grand plateau cuivré où il y a de la réflexion. Et ces deux éléments renvoient en quelque sorte au destin, au temps qui passe, aux urgences. Alors, j'ai bien aimé les choix d'acteurs de Johan Simons, parce qu'il a choisi des physiques un peu atypiques, très marqués, différents. Hamlet met en cause les aînés, les vieux. Eh bien, par exemple, Polonius, il fait vieux, c'est Bernd Rademacher qui le joue. Laerte, l'ami, il a un physique particulier. La reine Gertrude, elle est somptueuse. Elle est jouée par Merci Dorcas Otieno, originaire du Kenya. J'ajoute tout de même qu'il y a des moments un peu scénographiques qui ont été un peu énigmatiques pour moi. Les deux fossoyeurs, ces deux actrices femmes. Anne Gobel est souvent présente sur scène dans une attitude énigmatique. Elle est à terre, il y a des petites propositions chorégraphiques. Elle est le personnage qui résume la situation en répétant de manière récurrente avec un refrain tragique. Il est seul. Il y a la belle Ophélie, alors c'est Gina Allaire, on voit toute la fragilité poétique et tragique du personnage. Alors vraiment, dans cette mise en scène, tout respire, le contemporain, la scénographie, les costumes et surtout la lecture du personnage de Hamlet. On n'a pas le crâne, on n'a pas le fantôme du père, mais c'est vraiment quelque chose de
très beau, très symbolique. À un moment donné, imaginez Hamlet serré entre le roi et la reine. Et Sandra Hüller, elle va rester tout au long de l'entracte. Et autre trouvaille vraiment très intéressante, tous les acteurs sont assis au premier rang, ils quittent le premier rang et on a l'impression qu'ils sont spectateurs des autres. Il y a comme une mise en abîme très étrange et très double et on a l'impression qu'ils viennent sur la scène par la nécessité de ce qu'ils ont entendu précédemment et qu'ils répondent. Alors pour moi c'est une grande mise en scène d'Hamlet par Johann Simons. André Bovary, Madame de Gustave Flaubert, mais dans l'adaptation et mise en scène de Christophe Honoré. Donc, c'est ça, les adaptations. Euh, mais moi, c'est absolument pas. C'est peut-être Flaubertien au deuxième degré. Mais, alors, on prend un peu le canevas. On connaît l'histoire de Madame Bovary, hein, qui a épousé. Elle vient d'un milieu un peu paysan. Elle était au couvent. On l'a mise au couvent. C'est là qu'elle a un peu. Elle a commencé à rêver parce que elle est chez Gustave Flaubert, hein, pas du tout chez Honoré, mais elle est romantique. Hein, et elle veut trouver l'homme idéal et la robe idéale et son mari n'est pas tout à fait à la hauteur de tout ça. D'où des aventures, d'où des endettements et d'où le suicide final. Mais justement, chez Christophe Honoré, on ne termine pas mal. Parce que Madame Bovary, elle vit à une autre époque. Elle n'est pas au 19e siècle, elle est au 20e siècle. Pas au 21e, au 20e. Et ce n'est pas le romantisme, mais c'est le rock'n'roll L'émancipation. auquel elle va rêver. On est dans un... Alors, Christophe Honoré nous a mis dans le cirque. On est dans le milieu du cirque et donc tout va être décalé comme ça. Tous les personnages vont devenir différents. Mais effectivement, c'est pas le romantisme dont doit se dégager Madame Bovary. C'est du patriarcat. Là, non, je sais pas l'autre. Il y avait du patriarcat aussi dans le romantisme, mais là, c'est de la domination des hommes. Et donc, ça fonctionne pas mal. Alors, en plus, hein, comme c'est du cirque, etc., on va avoir beaucoup de spectacles, ça va être très enlevé, ça va être, hein, on va avoir des tours, etc. On joue aussi beaucoup sur le son, tout est avec des micros, hein, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'on est dans on est dans la représentation de la représentation. Et donc, bon, bah, moi, je trouve que c'est pas du tout Flaubert, d'une certaine manière, mais je m'en On fiche s'en moque. complètement. Mais je trouve que c'est un bon spectacle, que ce Madame Bovary, que vous pouvez aller voir au Théâtre de la Ville jusqu'au 16 Eh avril. bien, moi, j'ai prévu d'y retourner aussi, donc je verrai si j'ai la même opinion que toi de ce spectacle. Voilà. Et voilà. Donc, nous vous avons parlé donc de ce Bovary Madame. De Hamlet de William Shakespeare, mise en scène Johann Simons, à Nanterre-Amandier. Je vous avais parlé de scène de la vie conjugale d'après Bergman. C'est au théâtre Concorde. Au théâtre Sylvia Montfort, essayez de trouver une place pour une maison de poupées pour le beau travail de Ingrid Aspeli, d'après Henrik Ibsen. Et puis Fouillé, Bercé, Pompier, c'est jusqu'au 28 mars au théâtre des Plateaux Sauvages. Et, Voilà. et Foutue Bergerie, hein, de Pierre Guillois, que j'ai vu au théâtre du Rond-Point, qui doit commencer sa carrière, parce qu'avec les spectacles de Pierre Guillois, on peut encore les voir, certains, sur Paris. Voilà, donc n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Jeux de scène Radio Soleil, YouTube, et de toute façon, vous allez nous retrouver dans quelques minutes pour Jeux de scène et plus, pour le plus. À tout à l'heure.
Rebonjour à toutes et à tous, rebonjour à Hamid Fehi, notre metteur en ondes, rebonjour Chantal Ozouf. Bonjour André Malamu. Rebonjour André Malamu. Rebonjour. Merci parce que ça fait quelques minutes, on était déjà sur Radio Soleil, mais on y retourne pour le supplément, puisque c'est jeu de scène et plus. Et que vous pouvez retrouver, parce que surtout pour le supplément c'est intéressant, parce qu'il y a des images, parce qu'on voit de quoi on parle, donc vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur Radio Soleil, jeu de scène. Alors Chantal, de quoi allons-nous parler? Alors pour les BD, je parlerai de Détroit Roma, d'Hélène Husdin et de Bonny aux éditions Sarbacane. Et moi, je parlerai à la fois d'une BD et à la fois d'un livre pas BD. Donc, c'est toujours Frida Kahlo qui est au centre. D'une part, Rien n'est noir, c'est la BD de Paulina Spuches et d'après un roman de Claire Berest. Et puis, en parallèle, mais tout à fait complémentaire, c'est Les lettres à Diego de Frida Kahlo à Rivage. Quant aux expositions, je parlerai de Leonora Carrington, conservateur Terré Arc et Carlos Martin, qu'on peut voir au musée du Luxembourg. Et moi, ça va être Renoir et Renoir. Rien n'est... non, pardon. Renoir et l'amour, la modernité heureuse, c'est au musée d'Orsay. Et puis, au même musée d'Orsay, on a une deuxième exposition qui s'appelle Renoir dessinateur, jusqu'au 6 juillet. Alors, pour les films... Je continuerai à parler de Renoir, parce que il y a un film sur Arte, un documentaire, qui s'appelle Renoir in Love de Camille Ménager. Et moi, je parlerai du projet Dernière Chance de Phil Lord et Christopher Miller avec Ryan Gosling. Alors, Détroit Roma, Chantal. Oui, c'est une BD très originale sur le plan visuel, avec un graphisme extrêmement travaillé, différent, selon la situation, selon les enjeux, selon les personnages. C'était le voyage de deux jeunes femmes à travers l'Amérique. Elles vont fuir Détroit pour aller à Rome, mais à Rome en Géorgie. Donc on va suivre l'itinéraire de Becky et Summer. C'est un grand format italien, très épais, rectangulaire, les pages ne sont pas numérotées. Dans les premières pages, eh bien, on présente la mort de la ville de Détroit, mais en s'appuyant sur le mythe de Romulus et Rémus. Alors on voit sur une double page une lionne errant et récupérant deux bébés qui étaient là, qui avaient été déposés dans le pneu. C'est, j'ai dit le voyage, c'est un voyage de Becky afro-américaine et Summer, la blanche. Et les deux font un voyage de reconstruction, de réparation, parce qu'elles ont eu des traumatismes et elles sont en la quête de leur origine africaine pour Becky, mais italienne pour Summer. Le récit est presque mythologique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une reprise, au moins 4 fois, d'une formule. Ça pourrait commencer là, alors devant un motel, devant un café, devant chez le père de Becky, Salomon, ou bien une fête, un lendemain d'anniversaire. Il y a un choix des couleurs qui est vraiment intéressant et qui organise la narration. Parce que lorsqu'on est du côté de Détroit, de leur vie passée, c'est un peu monochrome, gris-bleu, terne. Par contre, lorsqu'on est dans le road movie, eh bien c'est une sorte de faux ville pastel, très aquarellisé. Imaginez-les ces deux-là dans leur décapotable rose, avec des oranges flamboyants. On a quelque chose de très pop.
cette organisation graphique, elle dépasse pour moi des codes conventionnels avec, j'ai envie de dire, des formats de vignettes qui peuvent paraître bizarres, avec des cadrages. C'est métaphorique. Par exemple, à un moment donné, Summer est déprimé, et bien qu'est-ce qui est représenté? Une maison couchée qui est emportée par les eaux. Moi, j'ai beaucoup apprécié les doubles pages, où on voit, par exemple, un petit encadré qui représente les personnages de part et d'autre, et puis une perspective de route. On a de la chance, Becky est dessinatrice, donc on va avoir des dessins de personnages au trait noir, de nombreux dessins, sur un fond blanc. Il se trouve que Summer, moi j'ai un coup de cœur parce que elle aime le cinéma, elle veut être réalisatrice, donc on a des cadrages de cinéma. Ça fait référence à Gloria de Cassavetes, c'est le nom de la mère de Summer. Ça fait référence à Thelma et Louise, à Mulholland Drive, à Rossellini. Et c'est aussi un récit engagé sur le scandale de la misère sociale à Détroit et le scandale de l'eau polluée et le déclin du rêve américain avant Trump et peut-être après Trump. Donc c'est Détroit, Roma. Je pense que tu as vu ou tu as lu une très belle bande dessinée, André aussi, avec Rien n'est noir. Alors, je ne vais pas dire bande dessinée, je ne vais sûrement pas dire roman graphique, je déteste ça, je vais dire bande peinte. Parce que, quelque part, il fallait quand même le faire. Hein, parce que quand on prend en compte la vie d'une peintre, telle que Fado, telle que Frida Kahlo, il faut croire un petit peu à son talent propre. Et c'est le cas parce que Paulina Spuches, elle va nous peindre cette vie de Frida Kahlo d'après le roman de Claire Berest, Rien n'est noir, et avec surtout cette relation absolument incroyable entre Frida Kahlo et Diego Rodriguez. Diego Rivera. Alors, à chaque fois, c'est pas la première fois, hein, depuis le début, j'ai envie de dire, Bon, vous tu les écrives en grand. non mais, depuis le début, j'ai envie de dire ça. Hey, attends, là c'est en train d'enregistrer là. Non, non, pas du tout. Non. Alors. Entre Frida Kahlo et Diego Rivera. C'est un amour mouvementé. Ils vont se marier, ils vont divorcer, ils vont se remarier. C'est pas souvent qu'on se remarie après avoir divorcé. Bon, en tout cas, on connaît la vie de Frida Kahlo, dramatique. Douloureuse. Parce que tuberculose quand elle était petite, à 29 ans, 3 fractures au moins, un entre accident autres, dans un autobus. Oui, 3 fractures de la colonne vertébrale, donc finira par être amputé d'une jambe un an avant sa mort. Bon. Mais il y a aussi cette vie absolument, comment dire, retentissante, quelqu'un qui va vouloir vivre et admiratif donc de son mari, mais en même temps indépendante et doutant, mais rêvant, etc. Et alors, à côté de cette bande dessinée, j'ai lu également Frida Kahlo, Lettre à Diego Rivera. C'est un petit livre où on va avoir le côté plus littéraire de Frida Kahlo. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le portrait de Diego qu'elle a fait pour l'exposition de Diego. Ensuite, il y a une sélection de lettres qu'elle a adressées à Diego et une sélection de son journal à propos de Diego. Et enfin, le portrait de Frida par Patricia Cavalli. Mais tout ça, ça se complète parfaitement
mais avec aussi, enfin, je sais pas, il y a ce côté engagé politiquement absolument incroyable, hein, communiste, elle couchera entre autres avec Trotsky, mais bon, mais voilà, c'est une génération de liberté. De liberté Et d'engagement, mais elle sera amie avec André Breton, les surréalistes, etc. Il va y avoir vraiment quelque chose, et surtout, moi, ce qui m'est apparu à travers ces deux œuvres, c'est son indépendance, sa personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beau ne pas arrêter de dire qu'elle est complètement amoureuse, soumise et machin à sa petite fille, de Diego, il n'empêche qu'on sent très bien qu'elle ne fait que ce qu'elle veut. Et ça, je trouve ça pour l'époque assez extraordinaire. Voilà, donc Rien n'est noir, Paulina et Claire, d'après Claire Berest, et puis les lettres à Diego, c'est aux éditions des Rivages Poche. Chantal, Leonora Carrington. Oui, je ne la connaissais pas. Ça se donne au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet, hein, donc vous avez le temps. C'est un style pictural très particulier. C'est une artiste un peu féministe d'avant-garde qui s'est construite à travers son voyage intérieur et ses voyages extérieurs, puisqu'elle elle est née en Angleterre, elle est venue dans le sud de la France, elle est passée par l'Espagne et elle est allée au Mexique. Cette exposition rassemble 126 œuvres de Leonora Carrington. Dès sa jeunesse, elle va témoigner une grande créativité, comme on voit la série Sisters of the Moon, les sœurs de la lune qui en témoignent. Elle a son bestiaire très très personnel, avec souvent le motif du cheval très récurrent. On pourrait presque considérer que c'est son double. Elle a fait une rencontre avec le surréalisme en 1936 et elle raconte qu'elle était tombée amoureuse de ses tableaux en parlant de Marx Hetz avant même de le connaître, et ensuite eh bien, elle aura vécu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec Marx Hetz, mais bon, la Grande Guerre les a séparés. On voit un double portrait, alors ce double portrait de 1938, alors vous voyez Leonora qui est allongée à côté d'un cheval, et en face de lui, il y a Marx Hetz qui apparaît, mais dans une enveloppe d'oiseau. Ces créations fusionnent toujours le végétal, l'animal, l'humain, les genres masculins et féminins. Elle va évoluer du surréalisme pour aller vers l'ésotérisme. Elle est en quête intérieure. Ces animaux, bien, ils sont hybrides. Et moi, j'aime bien parce qu'elle va avoir différentes influences. Et j'ai beaucoup aimé quand elle est influencée par la Renaissance italienne. Elle va reprendre la technique de la tempera. Et on a des formats horizontaux, monochromes, rouges. Alors ces personnages, bien, vous irez voir les images, ce sont des corps allongés, très minces, très étirés, le visage est un peu comme masqué blanc, ils ont une allure fantomatique, irréelle. On a l'impression qu'elle est restée un peu du côté de l'enfance et que ces personnages féminins et autres et masculins résistent à l'âge adulte. Son univers, ses grands décors, c'est relativement sombre, mais c'est toujours en métamorphose parce qu'elle a une cosmogonie personnelle. Et dans le tableau Occulte scène de 1955, elle présente des êtres mais qui appartiennent à des mondes différents. Elle s'est construit sa propre mythologie écoféministe, inspirée de contes et mythes celtes, mais aussi de la tradition mexicaine. C'est une exposition qui est co-organisée par le Grand Palais RMN et Mondo Nostre, et les commissaires sont Teré Arc, spécialiste du surréalisme au Mexique, et Carlos Martin, conservateur de la Fundación Mafre à Madrid. André Renoir, alors
Est-ce que ces deux expositions, Renoir et l'amour, Renoir dessinateur, sont dans le même espace, là, au musée d'Orsay? Ah ben bien sûr que non. Ah oui, bien Mais sûr. surtout les deux musées d'Orsay, mais dans deux espèces différentes. Ah ouais. Et pour commencer, je voudrais dire que j'ai failli pas aller voir la deuxième, parce que je suis bête. Tu Et n'avais que pas vu? surtout, que je ne m'attendais absolument pas à ce que j'ai vu. Parce que Renoir dessinateur, je m'attendais à voir des dessins. Et ça m'intéressait moyennement par des dessins. Mais c'est pas du tout ce que j'ai vu. Dans Renoir dessinateur, on a de la couleur partout parce que c'est le pastel, parce que c'est plein de choses. Ce n'est pas l'huile. C'est Voilà, c'est ça. juste que c'est pas l'huile, c'est du papier, mais là-dessus, Oui. on met beaucoup de couleurs et j'ai trouvé des tableaux, pour moi qui aime beaucoup Renoir, dans cette deuxième exposition qui m'ont plu autant que les peintures connues de Renoir. Donc surtout, faites attention, c'est une exposition de couleurs. Et c'est ça chez Renoir, la couleur. Moi, j'ai toujours été très sensible à l'imagination colorée, la sensibilité des couleurs, la façon dont il peint, etc. Bon, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vais arrêter mes jugements comme ça. Mais voilà, donc on a une première exposition qui est plutôt sur les temps impressionnistes de Renoir, et qui a rassemblé vraiment les œuvres principales de lui. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé d'avoir vu un tableau à New York, etc. Mais je ne l'avais pas du tout vu. Parce qu'il n'est pas du tout à New York, il est à Washington. Et je ne l'avais pas du tout vu parce qu'on connaît tellement avec Renoir, les albums, avec les albums, etc. Oui. Et puis quand même, au musée d'Orsay, il y a quand même pas mal de choses Mais, de Renoir. Oui. mais alors, Renoir et l'amour, alors, donc c'est une thématique. Oui, parce que, voilà, c'est assez amusant, parce qu'il y a un côté, je veux dire, querelle du temps. Hein, parce que, est-ce que Renoir est féministe? Non. Parce qu'il dessine plein de femmes qui sont toutes souriantes et toutes heureuses avec des jolies robes. Alors, à l'époque, on disait, ah oui, il est du côté des femmes, il dessine des femmes, il peint des femmes. Mais aujourd'hui, on dit, ah ben, elles sont toutes contentes, à leur époque. C'est un peu ridicule, tout ça, ça m'intéresse moyennement. Mais enfin bon, c'est un peu le point de vue de l'expo et du film dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais, et donc ça s'appelle La modernité heureuse. Mais ce qui est certain, et en tout cas ça m'a fait prendre conscience de cela, c'est la révolution que fait Renoir avec les autres impressionnistes, mais surtout lui, des sujets qu'il peint. Il va peindre des femmes surtout, des modèles, etc., mais il les peint dans leur quotidien, pas dans leur quotidien, de leur dimanche, je veux dire, ce que souvent leur dimanche. Et c'est vrai que ces très belles femmes avec des belles robes, ce ne sont pas forcément des bourgeoises. Ça peut être aussi des grenouilles, les fameuses grenouilles de la grenouillère, c'est-à-dire les femmes de mœurs un peu légères, etc. Bon, et donc parce que lui, il vient de loin, il est prolétaire un peu au départ, hein, c'est pas du tout d'un milieu aisé qu'il vient. Et donc on va avoir mais surtout cette composition, cette façon dont il a de montrer les bals avec la danse, avec aussi voilà, la grenouillère par exemple, j'adore, où on a tous ces visages, mais c'est compliqué parce que ces visages se regardent, bien qu'un homme en regarde un autre, parce que tous peuvent être identifiés, chacun compte pour Renoir. Et c'est ça aussi que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont il prend chacun en compte et dont il essaye d'exprimer dans leurs traits leur propre, à la fois personnalité, leur propre émotion. Et la deuxième chose aussi, mais c'est vrai que je m'inspire un peu du film dont je vais vous parler, c'est également la façon dont les gens se regardent, le côté social de Renoir. Voilà. Donc, franchement, ne loupez pas cette exposition, hein, parce que sinon il faudra attendre d'aller à Londres entre le 26 et 31 janvier, ou alors aller à Boston entre le 20 février et le 13 juin 27. Oui, les grandes expositions, elles voyagent. Dépêchez-vous d'aller la voir, enfin, vous avez quand même un certain temps, jusqu'en juillet, mais c'est vraiment à ne pas rater ce Renoir,
au musée d'Orsay. Alors, et donc, je reprends encore la parole pour vous parler encore de Renoir, parce que j'ai décidé au cinéma de regarder sur Arte Replay Renoir in Love de Camille Ménager. Il faut savoir qu'Arte accompagne souvent les grandes expositions parisiennes et nationales avec des documentaires. Oui, mais c'est là, bon, c'est quand même, elle a fait ce documentaire en liaison avec l'exposition, mais toute seule, enfin, je veux dire, hein, c'est pas une... Enfin, c'est pas une non, mais ce ne sont pas des commandes, voilà. Mais c'est intéressant. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup Arte, c'est pas de problème. Donc, Renoir in Love, c'est justement, bah écoutez, je crois que le mieux, c'est que je vous lise une réponse qu'elle fait à quelqu'un qui l'interroge. Comment avez-vous structuré le récit autour des témoignages et des images d'archives? Quel joue le regard de Jean Renoir dans ce récit? Vous savez que Jean Renoir, c'est le fils de Renoir, mais c'est aussi le cinéaste. Hein, tous les pères ne font pas des fils comme ça, et tous les... c'est extraordinaire. Et il a raconté la vie de son père, enfin, il a évoqué la vie de son père. Je cherchais à ne pas plaquer un commentaire érudit sur l'œuvre de Renoir, mais à construire un récit qui serait lui-même teinté du thème de l'amour. C'est la raison pour laquelle je me suis inspiré de Jean Renoir en assumant son regard évidemment subjectif de fils, souvent admiratif de son père, et toujours aimant. Mais la présence d'intervenants et intervenants de qualité dans le film était essentielle pour apporter un contrepoint à ce récit, pour interroger l'étoile de Renoir et apporter des éléments biographiques et d'analyse de la technique picturale. Les 4 entretiens avec les éminents spécialistes que sont Sylvie Patry, Paul Perrin, Marie Morton et Martha Lucie ont été passionnants, car chacun a été d'une grande générosité dans sa parole, une grande ouverture d'esprit aussi pour sortir d'analyse classique et poser des pistes de réflexion ouvertes devant l'étoile de Renoir. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est un film documentaire, et pas que. C'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des points de vue de différentes époques, des films, on voit Renoir en train de peindre au moment où son fils en 1915 est là. Bon, il y a des documents émouvants, mais il y a aussi des points de vue critiques intéressants. Et il y a même un travail de l'image où on va jouer en découpant, j'ai beaucoup apprécié ça, je vais peut-être dire le détail, mais on va prendre un tableau de Renoir et on va prendre une image, je ne sais pas, de la même époque, du même lieu, etc. Et on va jouer en fractionnant les choses jusqu'à retrouver le tableau de Renoir qui venait de cette... Donc ça, c'est un beau travail quand même, esthétique en lui-même. Donc je vous conseille d'aller voir ce film sur Arte. On termine ce... Chantal, avec de la fiction. Avec de la fiction. Oui. Projet Dernière Chance. Oui, moi je suis allée voir le film avec Ryan Gosling, un film de 2h36. Alors c'est un film de Philippe Lord et Christopher Miller qui est inspiré d'un livre, Project Hail Mary, et ce même auteur, Andy Weir, avait écrit le roman Seul sur Mars, là, que vous avez peut-être vu au cinéma. Alors c'est l'histoire d'un professeur de sciences de collège qui se réveille amnésique, il sort d'un coma dans une station spatiale. Il est seul et il avait été pressenti par une grande scientifique pour sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que la Terre est menacée de disparition à cause d'une sale substance qui grignote, qui envahit le soleil. Alors, moi je trouve que le film, pour moi, aurait dû être beaucoup plus captivant. Mais il est trop long. Pour moi, il y a trop de développement, un peu technique, technologique, qui nuisent au rythme. C'est dommage. Pourtant, il y a un ton extrêmement intéressant. Pourquoi? Qu'on n'attend pas nécessairement pour ce genre de film de science-fiction où le registre est souvent très grave. Et bien là, ce film de survie, il est plein d'humour, il est plein d'ironie et plein de débrouille. Parce qu'il porte un regard bienveillant et véhicule des idées positives. Et on a un prof qui est là dans l'espace,
hein, et qui est bricoleur, parce qu'il va falloir qu'il répare pas mal de choses. Alors que pour nous, la situation est extrêmement tragique. Il est quand même tout seul dans l'espace. On a une construction narrative aussi qui est assez originale, parce que ça progresse de manière factuelle, mais aussi de manière subjective. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce professeur, il retrouve, il a été dans le coma, il est amnésique, et il faut qu'il retrouve son passé. Mais le récit devient pour moi original, c'est dans la deuxième partie, parce qu'il va faire la rencontre d'un extraterrestre, et dit rien, et l'on assiste à une amitié inattendue entre Rocky, c'est ainsi qu'il l'a nommé, une créature un peu minérale, cubique, qui est enfermée dans une sorte de Rubik's Cube transparent, et ils vont apprendre à communiquer parce qu'il va trouver un moyen linguistique de rentrer en contact. Alors rien à dire hein, pour Ryan Gosling. Il a une présence, il peut se transformer selon la situation, vraiment il est très crédible. Il y a, alors ça j'étais très étonnée, Sandra Hüller, hein, dont j'ai parlé pour le Hamlet de Nanterre, eh bien, elle est la tête pensante, c'est elle la grande scientifique qui croit en lui. Mais malheureusement, nous on croit, enfin moi j'ai moins cru en lui. Elle l'a envoyé de force dans le cosmos, mais nous on résiste un petit peu. C'est dommage parce qu'il y a de très très belles images, notamment pour représenter la Terre. Et il faut signaler la bande-annonce musicale qui accompagne, elle est excellente pour accompagner vraiment toutes les situations. Donc à vous de faire votre avis pour ce seul dans l'espace qui s'intitule Projet Dernière Chance. Je vous ai parlé également de Renoir in Love, le film de Camille Ménager sur Arte, des deux expositions Renoir et l'amour, puis Renoir et l'amour des Saints au musée d'Orsay. Leonora Carrington au musée du Luxembourg. Rien n'est noir de Paulina Spulches, Claire Berest après son roman, stock graphique, et puis lettre à Diego de Frida Kahlo au rivage poche. Elle lisait la très très belle bande dessinée Détroit Roma d'Hélène Hustin et Bonny aux éditions Sarbacane. Et si vous voulez voir des Renoirs, si vous voulez voir des images de Détroit Rome, etc., des tableaux de Leonora Carrington, vous pouvez retrouver l'émission, cette fois-ci imagée, sur Jeux de scène Radio Soleil. Voilà, au revoir.